Bonsoir et bienvenue sur Odyssée pour votre magazine sur le design et la déco. Les grandes tendances, les petits courants, ce que sera le design de demain et ce qu'était la déco d'hier, c'est ici et maintenant. C'est dans l'ancien atelier de Tamara de Lempicka, appartenant aujourd'hui à la photographe Amanda Eliash, que je vous retrouve. Cette semaine, je vous emmène chez Thierry Ardisson, prendre des couleurs et vous plonger dans le blanc immaculé. Sommaire. Au sommaire de Design by Sarah Lavoine ce soir, l'homme de télé Thierry Ardisson nous ouvrira les portes de son appartement parisien. Nous apprendrons comment habiter écolo. Nous irons à la découverte de la teinturerie Gabriel. Et enfin, Pierre Dubois nous racontera la petite histoire de la céramique. Pour commencer, nous avons rendez-vous chez un fils de pub qui est aujourd'hui une référence de la télévision chic, tendance et décalée. Thierry Ardisson accepte pour la première fois qu'une caméra passe la porte de son appartement rivolien. Son intérieur façon cocotte parisienne est à l'image de son propriétaire, étonnant et décadent. Il nous explique ses choix d'ambiance tranchés et assumés, un véritable appartement musée se promenant entre les années 40 et le design de Stark. Salut les terriens! Thierry Ardisson, l'homme en noir, nous ouvre les portes de son appartement parisien où le noir a disparu pour laisser place à la couleur, le rouge, les miroirs et surtout de nombreux objets très chers à l'animateur. C'est ici qu'il vit mais aussi qu'il travaille. Fidèle à sa réputation de perfectionniste très impliqué dans ses projets, il l'est aussi dans la décoration de son intérieur. Vous allez découvrir un vrai collectionneur qui laisse volontiers son travail pour chiner aux puces. J'habite ici depuis 3 ans en fait. C'est un appartement que j'ai acheté il y a 7 ans. Au départ, j'avais un décorateur qui m'a aidé quand même à trouver des trucs que moi j'aurais pas trouvé. Je savais ce que je voulais. Je voulais de toute façon le style année fin des 40, début des 50 quoi. L'encadrement de la télé, c'est comme ça que j'ai commencé avec le miroir. J'ai vu ça dans un restaurant de Philippe Stark qui s'appelle Le Bon. Et puis après, bon voilà, après il y a des meubles que j'ai fait fabriquer, comme la cheminée qui est derrière, qui est inspirée d'une cheminée de Serge Roche, qui est un grand miroitier des années 30. La table basse qui est au milieu du salon, je l'ai dessinée aussi, je l'ai fait réaliser. Mais tous les meubles en miroir, je les ai achetés aux puces en général. Quand on commence à faire des choses en miroir, si tu veux, le danger, c'est d'avoir des choses qui sont un miroir trop moderne, trop neuf. Et là, moi, j'essaye de faire vieillir. Donc après, il faut trouver, il y a plusieurs vieillissements. Il y a le vieillissement avec des petits points, le vieillissement avec des taches, enfin bref. Ici, ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a tellement de miroirs et c'est plein sud. Quand le soleil arrive par là, évidemment, il y a des arcs-en-ciel partout. Une fille de Domergue va avoir juste sur les yeux comme un loup en arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'est aléatoire et de temps en temps, il y a des trucs incroyables. Ou alors, par exemple, un arc-en-ciel qui se reflète 25 fois, qui arrive sur la télé, et ça fait un arc-en-ciel sur la télé. Donc c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à capturer ça. Ouais. J'ai vécu pendant des années dans des appartements haussmanniens avec du parquet, des murs tout blancs et des moulures. Et donc c'est un peu dur le parquet, tout ça. Là, je voulais de la moquette, je voulais du confortable, je voulais un gros canapé rouge. Je suis collectionneur, ouais. Ma première collection, ça a été les bouteilles de coca. Donc j'avais toutes les bouteilles de coca du monde, voilà. Et puis après, il y a eu les petites voitures, ouais. J'ai fait donc des vitrines avec des thèmes. Il y a la vitrine sur ma femme, il y a la vitrine sur moi, il y a la vitrine sur les enfants, il y a la vitrine sur New York, il y a la vitrine sur Londres, il y a la vitrine des années 50, la vitrine de Paris, la vitrine des années 60. Chaque petite niche a un thème. Et c'est une espèce de cabinet de curiosité comme ça, où j'empile des objets, mais avec un thème, avec un rangement. Ici, il n'y a que des domaines, oui, absolument. Je collectionne. Puis alors, comme j'ai pas beaucoup de place, maintenant, je suis rentré dans un truc assez horrible. C'est que quand je vois un tableau qui me plaît, je suis obligé d'en revendre un pour mettre le nouveau. Ça, c'est un peu le problème d'ici. C'est que là, je suis au bout. Hein. Moi, je suis très fasciné par les cabarets des années 50, si tu veux. Ça, c'est vraiment années 50. Et ça, c'est un truc qui vient de l'ancien Lido. L'ancien Lido était magnifique, il était situé 78 aux Champs-Élysées. J'adore le côté comme ça, le stuc, tu vois, par exemple dans ma salle de bain, j'ai un miroir en stuc. J'adore le capiton, j'adore le miroir, enfin, tous les trucs des années 50. Bah, ma chambre, pareil, je voulais un truc qui soit un peu la chambre que le baron de Rothschild avait offert à Nadine Tallier avant qu'elle devienne Nadine de Rothschild, c'est-à-dire la chambre de cocotte parisienne, quoi. Donc il y a du molleton, j'adore le molleton. Le lit, comme c'est un appartement, à mon avis, que je vais habiter longtemps, tu vois, donc j'ai fait le lit national, les vrais coussins en plume d'oie et la totale, je me suis dit tant qu'à faire maintenant. J'ai fait faire 2 bibliothèques de chaque côté, en miroir, qu'on a encastrées, enfin,
qui ont été faites après. Il y a 2 tableaux dans la chambre d'un peintre qui s'appelle Grand Carteret, qui est un peintre des années 50, un peu genre Domergue, enfin. Et la chance que j'ai eue, c'est de trouver la même femme, une fois de face et une fois de dos. Donc c'est un mec un jour qui voit une photo faite ici, et il m'appelle, il me dit, écoutez, c'est incroyable, j'ai vu votre tableau de Grand Carteret, moi j'ai la même personne vue de l'autre côté, quoi. Donc il me l'a vendu. La cuisine, par exemple, j'ai décidé de faire tout rouge. Donc au début, bon, tu achètes un frigo rouge, steak, tu te dis, bon, super. Après, tu trouves encore 2-3 trucs rouges, puis à un moment, il y a des trucs que tu trouves pas en rouge, quoi, tu vois. Il y a un globe terrestre aussi rouge, alors que c'est très très rare les globes terrestres rouges. Le micro-ondes, on l'a pas trouvé en rouge, on l'a fait peindre. La machine à café, non, ce qui a été très très dur, c'était de trouver une télévision rouge dans l'esprit. C'est-à-dire que si tu veux, ici, l'esprit, c'est plutôt 40-50, la cuisine, c'est carrément 60, quoi. C'est un peu le côté diner américain, quoi, tu vois, c'est ça. Mais ma cuisine, c'est un décor, attention, c'est pas une cuisine pour faire la cuisine. Il y a tout pour faire la cuisine, mais on fait jamais la cuisine. C'est-à-dire que cette cuisine, c'est un rêve de cuisine. Et les femmes qui viennent ici, quand elles voient la cuisine, elles sont « Ah là là, c'est génial, qu'est-ce que j'aimerais avoir une cuisine comme ça, qu'est-ce que c'est beau et tout ». Puis à côté années 50, le Formica, c'est un vieux Formica des années 50, que j'ai fait retrouver, parce qu'en fait, ils ne le font plus. Quand j'ai acheté ça chez Formica, ils m'ont dit, écoutez, 30 ans qu'on n'en a plus vendu, tu vois. Et alors, le meuble qu'il y a, le bloc mural qu'il y a, rouge, j'ai été obligé de le faire fabriquer. On ne trouve plus de blocs muraux aujourd'hui, les gens me regardaient comme ça. Puis tu sais, il est arrondi, etc. Donc je l'ai fait fabriquer par un atelier de décoration. J'aime bien cette tête de mort qui est là. C'est un Damien Hirst du pauvre, hein, parce que celle de Damien Hirst, elle vaut une fortune. Il y a un sous-marin jaune en cuivre que je dois avoir depuis 1969, quoi, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui me racontent ma vie, quoi. Cet appartement me raconte très bien. Mais tu sais, à chaque époque de sa vie, ton appartement te raconte. Moi, j'ai commencé rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, dans un appartement baba, avec des coussins. Et puis après, il y a eu la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui était l'époque des appartements haussmanniens, tout blanc, parquet. Et puis ici, ça correspond à la maturité, oui, ça correspond. C'est un appartement, on sent bien qu'il y a beaucoup de maturité dans la décoration. Que vous le vouliez ou non, d'ici peu, vous habiterez une maison aux normes écologiques. La prise de conscience mondiale autour de la préservation de la planète a poussé les architectes d'aujourd'hui à prendre en compte le respect de l'environnement dans leur construction. Nous sommes allés à la rencontre de François-Xavier, Louise et Patrick, 3 architectes qui ont mis les mains dans l'écologie et nous font visiter leur intérieur, qui seront demain les vôtres. Quand c'est beau et écolo, pourquoi se priver? Passage au vert. Bonjour et bienvenue au paradis. On a voulu faire une maison écologique par conviction. Moi, j'ai toujours travaillé en tant qu'architecte dans ce sens-là. Nous avons passé 2 ans à la rénovation de la première, la partie existante, et passé 2 ans à la construction de cette partie-là. Bonjour, bienvenue. Quand on est arrivé ici, il y avait uniquement le toit et les murs bruts. C'était un ancien entrepôt. L'idée, c'était effectivement de faire un habitat écologique. Bonjour, je vais vous présenter donc une maison que j'ai construite il y a 3-4 ans, une maison complètement écologique. On avait au départ un client qui est venu me rencontrer pour faire une maison qui était une maison bourgeoise. Le bois, c'était vraiment un matériau qu'on voulait utiliser pour ses caractéristiques écologiques, mais aussi parce que pour l'ambiance qu'il peut dégager. On a un bois qui est complètement brut de scierie. Donc pour ça, on a fait venir du bois d'une scierie directement, un camion entier, pour faire toute la maison. On a fait livrer plusieurs tonnes de bois. Et à partir de ce tas de bois, on a fabriqué donc la maison planche par planche. Et dans cet aspect brut qui permet donc une acoustique, une esthétique et une ambiance très chaleureuse, une ambiance un peu grange, un peu hangar, comme ça qu'on souhaitait avoir. On a créé un niveau supplémentaire en structure bois. C'est du bois massif pour les solives ici,
qui est du pain, donc comme on a dit, traité avec un produit naturel. Au sol, on a mis un parquet de chêne parce qu'on ne voulait pas utiliser de bois tropicaux. Donc on a utilisé du chêne d'Europe sur lequel on a mis un traitement, alors là sans aucun solvant, qui est un mélange d'huile et de cire. Là, c'est un enduit de terre. C'est de terre et paille exactement. Les copeaux de paille, c'est à la fois esthétique, ça donne un petit peu de matière, un petit côté brillant, un peu blond. C'est très facile à appliquer, ça se passe en une seule couche de 2 cm d'épaisseur et ça apporte aussi un petit plus en termes d'isolation phonique et thermique. Je vais vous faire visiter maintenant notre ancien salon. Tout ici est végétal. La peinture, c'est le jardin d'hiver. On est une peinture à la caséine, faite maison. L'avantage de cette peinture est qu'elle est totalement écologique, bien sûr, très économique. La caséine, c'est une protéine du lait qui se vend donc en poudre, que l'on mélange à de l'eau à une certaine température. Et ensuite, on rajoute les pigments. Et tout simplement, on badigeonne les murs avec cette solution. Le toit ici était fait en ardoise et il est isolé avec du chanvre. Le chanvre, c'est une laine végétale qui remplace la laine de verre et qui a l'avantage de respirer et d'avoir beaucoup plus d'inertie qu'une laine de verre. Ce qu'on voit généralement, c'est toujours des maisons un peu extravagantes avec des toits végétaux, avec des grandes baies vitrées ouvertes au sud. Mais on peut faire aussi une maison écologique avec des volumes complètement traditionnels. En plus d'être écologique, parce que c'est un petit peu le travail de fond que je mène depuis toujours en tant qu'architecte, on voulait cette lumière et cet espace. Donc on est parti du principe de faire la maison jumelle de la première, c'est-à-dire qu'on a les formes extérieures un petit peu similaires, par contre d'un seul tenant, d'un seul volume, et complètement vitré sur le sud, ce qui fait qu'on a cette atmosphère comme ça de grande hauteur, de lumière. Là, on est dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est un assemblage de pièces qu'on a récupérées à droite, à gauche, chinées. Vous voyez, faire un évier en zinc, un vieux meuble, tout ça s'est transformé, agencé. On a quand même le confort moderne de la machine à laver. Et la hotte est dissimulée derrière une espèce d'assemblage de petites brocantes qui nous servent au quotidien. Le végétal est toujours présent au plafond. Mon épouse est allée récupérer dans des jardins publics des feuilles de ginkgo qu'on a fait sécher pendant quelques jours dans le salon. Nous avons une farouche volonté de faire pénétrer l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. C'est-à-dire la vue avec toutes les parties vitrées, on va dehors et grâce à ce végétal qui rentre, on a l'impression que le jardin pénètre dans la maison. Et c'est notre petit côté nature, notre besoin de nature qu'on peut trouver comme ça grâce à quelques petits artifices. Rendez-vous maintenant dans un lieu secret en plein cœur de Paris où se fabriquent les plus belles couleurs. La teinturerie Gabriel travaille pour les plus grands noms de la haute couture en utilisant des recettes ancestrales qu'il protège jalousement. Vous ne verrez jamais personne dans ces lieux, la discrétion est une règle d'or. Mais vous découvrirez le talent et la passion d'un travail fait main. C'est une exclusivité pour cette émission puisque c'est la première fois qu'une caméra franchit la lourde porte de cette usine. Mirage. En plein cœur de Paris, dans cet ancien hôtel particulier d'époque Louis XIV, il existe encore des endroits secrets comme celui-ci, où les traditions se transmettent de père en fils. La teinturerie Gabriel a reçu sa première autorisation d'exercer en 1902, au départ pour une teinture de chapellerie. Et c'est en 1971 que M. François, l'actuel patron, a repris la suite de son père. Même si le travail de la couleur est le même,
La mode change et les chapeaux se vendent moins. C'est ainsi que le travail avec les décorateurs commence pour les tissus tapissiers et surtout les galons. Aujourd'hui, la mode et les plus grandes marques de couture font appel au travail sur mesure de la teinturerie. Voici en exclusivité quelques détails de fabrication. Notez bien que tout est fait à la main. Étape numéro 1. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, on prépare notre travail et on fabrique ce qu'on appelle notre échoue. L'échaud est prêt. Il faut préparer maintenant la couleur en fonction de la matière et c'est dans le laboratoire que cela se passe. On mesure les pigments, on dilue le colorant avec l'échantillon de tissu dans ce qu'on appelle un biberon que l'on place dans un appareil qui reproduit un cycle de teinture. C'est ensuite l'ordinateur qui donne les mesures comme une sorte de recette afin d'obtenir la couleur souhaitée. Puis, on ajuste la formule pour obtenir le colorant idéal avec la matière. Vous avez suivi ? Le process de teinture peut enfin démarrer. Et le process de teinture démarre. Il faut mouiller évidemment les échevaux et ensuite préparer la couleur. Donc là, vous avez tout un circuit vapeur. Donc la vapeur arrive là, hein, c'est un circuit général. Donc elle arrive en dessous et elle chauffe le bac. On leur apporte les pigments. Alors la procédure, évidemment, il faut la respecter en fonction du composant de la matière. Ce n'est pas les mêmes procédures, selon qu'on a affaire à du coton ou à de la soie. Donc on ajoute nos pigments au fur et à mesure. Évidemment, on a déjà une petite idée de la réaction des pigments hein, par rapport à la couleur. Pour unir les supports, on utilise ces lissoirs. Ce sont en fait des bateaux de châtaignier qu'on fait fabriquer et qui nous permettent de remuer les supports dans les bains de teinture. Ça, c'est pour unifier, parce que si le support ne bouge pas dans le bain, on n'est pas uni, on a quelque chose de très laid. Alors, ils ont une couleur parce que le châtaignier, tout simplement, se teint. Alors, en fait, ça, c'est le résultat du bain de teinture. Et de temps en temps, quand ils commencent à être tous très, très foncés, c'est-à-dire un peu uniformes dans ce style-là, on les décolore. On est obligé de les décolorer. On en commande quand ils commencent à être vraiment trop incurvés. Une teinture, on doit démarrer environ à 50 degrés, monter à 100 degrés, environ 3/4 d'heure, redescendre progressivement. Voilà, l'eau est chauffée à l'aide de la vapeur, donc ça monte progressivement en température, parce qu'il faut savoir que les pigments ont tous leur courbe de pénétration. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment obligé de respecter la procédure. Et il n'y a qu'à 100 degrés qu'on s'aperçoit si vraiment on est dans le ton. Quand on sèche à la main, en fait, c'est le contrôle couleur. Parce qu'il faut savoir que quand c'est mouillé, ça n'a jamais la couleur que quand c'est sec. Voilà. Donc on est obligé de prélever un petit bout à chaque fois de ce qu'on a fait. On sèche, on regarde, voire on fixe, parce qu'on est obligé de fixer quand même. On a des additifs de teinture pour refixer, pour améliorer encore la liaison entre la molécule chimique du pigment et la molécule chimique du textile. Et là, on se dit, bon, c'est bon, donc on y va.
rinçage, essorage, séchage, voilà, vous savez tout sur la teinture. Puisqu'il est séché sous tension, on ne repasse pas. Vous avez une série de tubes carton là-haut, voilà. Et ces tubes carton, en fait, nous permettent d'enrouler directement sur le cadre. On fixe ça là-dessus. Et on enroule. Alors là, ça se passe pas très vite, mais si on avait à faire un galon bien plat, ça va très vite. Et le petit volant, il faut quand même qu'on ait une certaine présentation par respect pour le client. Voilà. Donc là, c'est la fin. Tous les objets ont une histoire, et celle qui va suivre a commencé il y a des millénaires. La céramique est le premier art du feu, apparu bien avant la métallurgie et le travail du verre. Pierre Dubois nous retrace son histoire hors norme. Et comme pour tous les objets cultes, bon nombre de designers s'en sont inspirés et l'ont utilisé. Cette vieille dame de la déco a su se mettre au goût du jour en se pliant aux nouvelles technologies pour rester tendance. Argile. Grès, faïence, porcelaine, autant de mots pour retracer la petite histoire de la céramique à travers notre grande histoire. Née d'une technique plusieurs fois millénaire, la céramique épouse différentes formes et différents styles. Pierre Dubois, spécialiste et créateur, nous guide et nous initie à cet art. La première apparition, on va se projeter dans la préhistoire, on est 10 millénaires avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est en Extrême-Orient, principalement en Chine, et là les premières céramiques apparaissent. J'ai envie de dire que c'est une très très vieille dame. C'est une très vieille dame qui est restée très jeune et très moderne, mais c'est une très vieille dame. Au départ, céramique, c'est kéramos. En grec, ça veut dire la terre, l'argile, la terre à potier. Et on va retrouver ces céramiques qu'on a vues dans tous les livres d'histoire, en terre cuite rouge et oxyde noir. La céramique, au départ, c'est un matériau qui va durcir à partir d'une pâte molle à la cuisson. On va avoir la poterie. Après, on a la faïence qui est aussi à base d'argile, mais elle qui va être vernissée, émaillée. Troisième type de céramique, la porcelaine, qui elle est beaucoup plus dure et qui a cette transparence et cette finesse qu'on lui connaît. Et la quatrième qu'on oublie souvent, qui est un peu le parent pauvre, qui est le grès, qui sert depuis toujours à la cuisson notamment. Pour revenir un petit peu en arrière, elle a failli péricliter avec l'apparition de l'inox, de l'aluminium et puis du plastique. Et la pauvre céramique, elle se retrouve très mal parce qu'elle commence à chuter. Alors, elle est presque en train de péricliter quand, heureusement, il y a des artistes qui arrivent, notamment Picasso avec l'atelier Madura à Valoris, par exemple, mais il y a Lursa, il y a Braque, il y a Miro, qui vont tous travailler la céramique et qui vont lui donner, en dehors de ce côté art de la table et utilitaire, l'aspect décoratif qui, aujourd'hui, est en plein essor. Bien que surnommée vieille dame, la céramique reste une valeur contemporaine pleine de surprises, façonnée par des designers qui font d'elle des objets délicats, fragiles et originaux. Bonjour, bienvenue chez Home. Donc dans la vaisselle, on a de la céramique, de la terre cuite, de la faïence, de la porcelaine et de plus en plus de porcelaine d'ailleurs parce que c'est une méthode traditionnelle qui est un peu retrouvée. Donc là par exemple un mug avec la trace du gâteau, qui est un gâteau très populaire en Angleterre. Après, il y a un assemblage de tasses anciennes qui ont été chinées et qui ont été collées avec des petites assiettes à dessert pour créer un serviteur à gâteau. Si vous voulez, je peux vous montrer la différence d'une belle porcelaine. Elle est presque transparente. Ça, c'est du bone china, donc avec de la poudre d'os dans la composition de la terre. Après, une lampe aussi. Ça, c'est assez ingénieux, je trouve. De plusieurs tasses, un assemblement de plusieurs tasses. Et donc là, pareil, on retrouve la transparence.
Un dessous de plat réalisé avec des perles de porcelaine. Là, on retrouve une bouteille d'adoucissant en porcelaine argentée. Donc, c'est la création de l'année, à mon avis. Plus qu'utilitaire, la faïence comme la porcelaine sortent des placards et s'imposent en déco. Elle peut être un objet de tous les jours, quoi, puisqu'elle rentre dans plein de créneaux différents, plein de tendances différentes. Lorsque la céramique fusionne avec les techniques numériques, c'est encore un moyen original de personnaliser son intérieur. Bonjour. Du fait sur mesure qui a de la valeur mais qui n'a pas de prix. Alors ici on est chez une cliente chez qui on a posé ce modèle de faïence. Elle a choisi de le poser donc en 1 mètre carré et de le poser façon mosaïque orientale en fait. Ce qui est tout à fait aussi nouveau avec ce type de support et ce type de création, c'est qu'on fait que du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on imprime à chaque fois un modèle pour une personne, pour un projet, et donc on n'a que des modèles uniques. C'est de l'impression numérique et c'est un procédé d'impression numérique qui s'appelle la sublimation. Il s'agit de faire passer les encres liquides à l'état gazeux puis de les imprimer sur la faïence. On a énormément de motifs, on a à peu près 300 motifs différents. Nous partons toujours de créations que le designer Yves-Marie Geffroy crée en numérique à partir de photographies qui travaillent en tapisserie. Et donc ici vous avez un exemple donc, de ce modèle que nous avons aussi reproduit sur du carrelage. Ici nous avons placé le modèle Vibrato qui est aussi inspiré de Paris. C'est donc une photo qui a été faite de la tente des Bédouins qui est sous l'Arche de la Défense. La céramique n'a pas fini de nous surprendre. Pour la déco ou pour l'utilitaire, elle est partout et sous toutes les formes. Dernière céramique qui vient d'apparaître à la fin du XXe siècle, c'est la céramique, je dirais, technique, une céramique à la fois industrielle et chimique, qui va servir principalement pour la haute technologie type l'aérospatiale, mais que le Quidam moyen va trouver notamment dans la robinetterie aujourd'hui, qui va servir de joint, qui est une céramique extrêmement dure. Donc c'est une céramique, je veux dire, qui évolue et c'est pas une céramique qui vieillit. C'est la fin de ce magazine. Pour votre déco et vos travaux, pensez écolo. Merci à Amanda Eliash de nous avoir ouvert les portes de son appartement. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Comme d'habitude, j'ai noté pour vous quelques idées.